Bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous détendre l'esprit avec toutes les données que Jacques vous a données pour vous parler des serres chauffées en petite surface. Ça fait 20 ans qu'on est producteur. Notre slogan cette année, c'était déjà 20 ans qu'on s'aime. Donc, cultiver des serres en petite surface, un effet bœuf pour votre mise en marché. Je trouve mon titre plus bon aujourd'hui. C'était comme au début un petit jeu de mots, un effet beef, parce que à cause de la tomate, mais à partir du moment que j'ai commencé à travailler sur ma conférence, à chaque fois, ça devient comme une espèce d'introspection, je sais pas là. Ça fait que j'ai dit, je vais m'écouter, puis l'idée, je pense que je vais avoir vous transmettre ce qu'il y a surtout en arrière de la tête du producteur quand il vit un processus comme ça. Maintenant, on parle de serres chauffées en petite surface, mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que je suis maraîcher. Ça fait que je vais surtout vous parler de la relation du mariage maraîcher-sériculteur. Donc, les sujets abordés, l'historique de la ferme, le portrait, on va parler des serres. La décision de cultiver en serre, un processus qui est déterminant. On va voir pourquoi. Cultiver en serre, les impacts sur la mise en marché. Après ça, quelques petites réflexions sur la pratique, puis une conclusion, puis des questions. Donc, avertissement, comprenez que je ne vois pas, moi, c'est trop petit, cette affaire-là. Comprenez que je vous transmets ici aujourd'hui mon expérience de maraîcher qui pratique la sériculture et non pas un sériculteur qui pratique le maraîchage. Depuis une quinzaine d'années, je crois que la sériculture et le maraîchage forment un couple idéal pour garnir le panier de légumes d'un consommateur ou d'une consommatrice averti parce qu'on est certifié biologique qui pratique l'achat local. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, seulement des connaissances. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous mes connaissances. Puis, je suis content de donner ma conférence parce que je sais que Danny Boudreau est ici, puis je vais le citer comme... je vais l'utiliser quelquefois dans ma conférence parce que si j'ai aussi grand que ça de serre aujourd'hui, mais je n'aurais moins grand si ça avait été rien que de moi, c'était aussi... Danny fait partie de cet agrandissement-là, je dirais. Donc, rapidement, qui sommes-nous? On est une ferme agroforestière de 30 hectares où il y a très, très peu de sol cultivable. On a acquis un deuxième site de 5 hectares, la production de plus de 135 variétés de légumes. On est certifié chez Québec Vrai, ça fait 19 ans. On a 3 serres individuelles, 3 serres jumelées. On a 0,62 hectares en grand tunnel. En haute saison, il y a 12 employés. On fait notre mise en marché dans 3 marchés publics. Jean Talon, avec les bio-locaux de l'AKP, le marché de Drummondville depuis 19 ans même, et puis le marché Godefroy-Bécancour. On fait bon an, mal an, entre 225 et 250 paniers dans le réseau des fermiers de famille. On est membre de l'AKP, on est membre de Climax, on est membre du CETAB, on est UPA aussi. On a participé à plusieurs projets de recherche, puis on a un petit faible pour l'innovation. Alors, la ferme a été créée en 1998. Puis, au début, on a commencé petite surface à la pioche, kiosque sur le bord du chemin. Aujourd'hui, on est à 8 hectares, dont 3 en engrais vert. À l'époque, on avait comme 30 partenaires. Puis, on a construit notre première serre qui était tout petite en 1999. Il faut savoir que quand tu es maraîcher, c'est important tout de suite de commencer à faire ta propre production de transplants. Puis, il y a comme une petite piqûre. Puis là, une fois que tu as commencé à faire des transplants, là, tu te dis, il faudrait bien que je commence à faire un peu de tomates. Fait que même si la serre est petite, au centre de la serre, tu fais un rang de tomates, puis de chaque côté, tu fais tes transplants, puis tranquillement, pas vite, ça fait son chemin. Donc, en 2007, on remplace la première serre par 2 autres. Avant, on en construit un autre. En 2002, oui, la Arnois. En 2007, la petite serre est plus bonne. On la remplace par 2 autres de 132 mètres carrés. 2007 à 2010, on débute au marché de Melbourne. On grossit et on s'en va de là. En 2009, là, on construit un arc à peu près là,
des tunnels plastiques qui sont encore debout. Ça, le monde n'aurait jamais cru ça, hein, quelques années après, mais on en reparlera. Donc, en 2012, on achète une nouvelle ferme. Il faut voir que ça a grossi comme depuis 20 ans, mais je me suis toujours senti serré. Puis, les serres nous permettaient, puis les grands tunnels, d'agrandir par en dedans, mais jusqu'à ce qu'on achète une nouvelle ferme. 2012, début au marché Godefroy. 2013, là, on construit un complexe de 3 serres jumelées. En 2015, on commence au marché Jean Talon avec les biolocaux. 2017, une autre opportunité, on acquiert un méga-tunnel pro-Arnois, 17 000 pieds carrés, 1600 mètres carrés. 2018, on double la salle de légumes puis les chambres froides parce que là, on est vraiment serré. Puis, enfin, notre mise en marché là, navigue entre 240 275 abonnés, 3 marchés publics. Ça, c'est chez nous, mais il faut voir que j'ai pas de photos très récentes parce que j'ai tout perdu cet hiver, là. Mais vous avez la Ovaltec Arnois, là, vous avez 2 petits Arnois qui sont nos pouponnières, puis en arrière, des 2 petites pouponnières, mais sur la droite, c'est défriché, puis c'est là qu'on a installé le petit complexe qui est un hall serre. En arrière, vous voyez le lac de Grand Tunnel Plastique. Puis, dans le champ, là, complètement à droite, où vous voyez une tache blanche, c'est là qu'on a installé les grands tunnels arnois. Ça, c'est le complexe quand les plants sont plantés. Ça fait comme une couple de semaines. Bon, la serre de tomates, des données techniques rapido, hall serre, la dimension, chauffage profane, sol chauffé, toile thermique, iGrow 1400 pour gérer le climat, irrigation. Notre période de production est de mi-mars jusqu'à la fin octobre. Notre mode, c'est plan greffé, 2 têtes, culture en pleine terre. Variété Rebelski, Macari. On fait 2 chapelles en beef, 1 chapelle en cerise. Les rendements, c'est ça, j'ai travaillé jusqu'à dimanche pour connaître comme d'arriver le plus possible avec tous les derniers rendements, les chiffres, parce que mon année financière fermait aussi, fait que mes chiffres sont assez frais. Il y a peut-être quelques petites distorsions, là. Mais on voit qu'on produit en beef 29,4 kg le mètre carré, ce qui est moyen, mais ce qui est quasiment satisfaisant. Dans la tomate cerise, 14,3 kg le mètre carré, ce qui est quasiment satisfaisant aussi. J'expliquerai après pourquoi. La serre de concombre, bon, elle, c'est une Ovaltec, là. C'est le même système de climat. Notre production est mi-avril jusqu'à fin juillet. Normalement, on repart en production mi-août pour une production d'automne. Puis cette année, on a plutôt fait comme du mesclun parce qu'en 2017 puis 2016, on a eu des problèmes de pucerons du melon à l'automne. Puis cette année, compte tenu qu'il y avait des problèmes des contraintes de manque de personnel, il manque de personnel, puis beaucoup de pucerons sont mal ensemble. Ça fait qu'on s'est dit, cette année, on va sauter une saison de production dans le concombre de serre. Les rendements, c'est moyen aussi. 31, c'est ça. Soit, j'ai pas marqué au mètre carré combien, là. Bon, autre donnée, on a les 2 pouponnières. Ils sont dédiés à la production de transplants, greffage, séchage des oignons. Période de production janvier à juin. C'est chauffé au propane à l'huile. Les rendements, il faut voir qu'on produit tous nos transplants qui vont au champ. Ça représente à peu près 180 000 transplants. Puis, c'est comme ça. Ensuite, les prix moyens obtenus en 2018 dans les données économiques, là, la tomate, on est allé chercher 5,50 le kilo en moyenne. En général, on part à 7, pour vous donner une idée, pendant la saison. Puis il y a des bouts on descend à 5. Puis il y a des gros volumes parce qu'il y a eu des semaines de très beau temps, puis on ne veut pas rester avec. Bien, il va y avoir des spéciaux dans les marchés, ça fait que ça peut descendre un petit peu plus bas, mais quand on calcule l'ensemble de la saison, ça donne 5,50 le kilo. La tomate cerise, en moyenne, à 9,50 le kilo. Concombre anglais à 2,50, le libanais à 85 cents.
On a fait une production d'épinards l'hiver passé, puis à 3,85 le paquet, comme on a sorti comme 800 paquets, juste une shot, puis c'est tout. Puis cet automne, du mesclun, mais on n'avait pas tout fait la serre, là, on a vendu comme à peu près 400 paquets, là, pour vous donner une idée. Favorite. Bon, fait que en 2018, les revenus, on a vendu, ça a donné 114 000 $. En tomates, 63 000, tomates cerises, 26 000, concombre anglais, 12 000, libanais, 6 200. Bon, verdurette, plan greffé. Puis on a nos dépenses. Ça donne 95 980. Fait que, mettons qu'on a sorti à peu près comme 19 000 $ de revenus là, avant impôt. Dans la serre, ce qui fait que compte tenu des rendements qui sont moyens, il y a des raisons à ça, là, ça demeure quand même rentable. Bon, alors je vais me prendre une gorgée d'eau. Vous allez m'excuser. Bon, l'aventure. L'idée, les serres, c'est comme, on avait une serre, puis c'était comme un mal nécessaire, là, c'est-à-dire que oui, c'est le fun, puis etc., tu sais. Puis on faisait comme, t'es petit, t'es pas trop gros, puis là, tu fais un peu de concombre, un peu de tomate, tu fais tes transplants, puis là, on avait l'Ovaltec, fait qu'elle était dédiée, mettons, 3 plates-bandes de tomates beef, puis 2 de concombre, mais la ferme grossit. Et puis là, on vient qu'on on réussit pas à combler nos marchés. On veut grimper en panier, puis la tomate, puis le concombre, ça devient comme des incontournables. Puis tu te dis, ben, fait que là, t'achètes des concombres, puis t'achètes des tomates. Fait que tu es un peu dans ce cercle-là, parce que c'est 2 légumes qui sont quand même importants sur la ferme. Puis, à un moment donné, puis ça, c'est un processus à travers lequel je pense que tout le monde passe, là. Mais pour que ça se passe, il faut que tu prennes la décision d'acheter des serres. Hein? Puis j'ai un ami qui s'appelle Rémi Blais. On partait de Contrecoeur, on s'en allait chez lui à Saint-Louis. Puis Rémi dit, Robin, il faut que je te passe par Saint-Jude. Il y a un sériculteur qui prend sa retraite, il y a un beau petit complexe, ben, c'est vraiment pas cher. Puis tout, tu sais, puis là, j'ai dit à Rémi, non, on va pas là, je veux pas d'autres serres, tu sais, j'en ai une comme c'est assez. Non, non, Robin, il faut absolument que tu viennes voir ça, c'est une occasion, c'est pas cher, tu sais. Il la défait, il la numérote, il la met dans une vanne, puis il foire ça chez vous, puis tout est fait. C'est pas vraiment compliqué. T'sais. Non, Rémi, on va pas voir ça. T'sais, oui, il faut que tu viennes. T'sais. Fait qu'en fin de compte, on s'en va à Saint-Jude, puis on débarque chez un horticulteur ornemental. Les serres, c'était bien tenu, c'était beau, c'était parfait, puis je craque. Puis, il donne un dépôt. Mais là, j'ai pas réfléchi à rien, là. J'ai même pas de terrain, j'ai défriché. Vous avez vu ma photo tantôt, il a fallu qu'on défriche. J'avais acheté une ferme 1 an avant. Là, la financière va crier. Tu sais, je vais être capable de la financer, tu sais, parce que c'est beau de l'acheter, mais il faut la réinstaller. Ça fait que, bref, donne un dépôt sur la serre, puis là, je reviens chez nous, puis là, ben, il faut commencer comme à regarder tout ce que ça implique, puis tout ce que ça engage. C'est un peu paniquant. Et puis c'est là que Danny était déjà mon conseiller à l'époque. Fait qu'évidemment, ça, c'est comme faire partie d'un club, je dis tout le temps, c'est comme une assurance anti-stress, tu sais, ou presque, ça dépend, parce que quand ils viennent te visiter et qu'ils ne sont pas contents de tes affaires, ça stresse, mais dans d'autres cas, ça déstresse, tu sais. Fait qu'on fait venir Danny, puis eux possédaient toute une expertise de planification pour faire l'acquisition, pour comparer si la serre usagée vaut la peine d'être achetée ou si c'est une bonne occasion ou pas, ou t'es mieux d'acheter neuf, ou etc. Puis après ça, donc, accompagné par M. Boudreau,
on a passé comme un peu à travers ce processus-là, tu sais, parce que j'avais une opportunité, puis j'ai agi comme très rapidement, mais je ne me suis pas vraiment trompé. OK? Puis là, on a regardé après toute la question de faire un plan de financement. Mais là, faire un plan de financement, c'est aussi, il y a combien de personnes qui vont travailler là-dedans? Parce qu'on avait avant juste une serre puis des pouponnières, c'était artisanal. On avait des connaissances, mais c'était pas les connaissances. On n'était pas comme vraiment comme très à jour. Mais là, acheter un complexe puis d'investir comme 140 000 là, tu ne peux pas te permettre de continuer à travailler au pif. Donc là, je m'étais aperçu que j'avais mis comme un doigt dans le tordeur puis que le bras m'y passerait puis le corps avec. Là. Ça fait que... donc, monter un plan de financement. Bon, on a financé ça, c'est sûr. Une vieille ferme, la financière a dit toujours oui, tu sais. Après ça, l'autre affaire, c'est de passer à travers le défi de construire un complexe parce que les agriculteurs ont fait tout nous autres mêmes, c'est sûr. Tu sais, on n'a pas souvent les moyens financiers parce que ça coûte très cher à faire monter aussi. Puis on ne monte pas ça l'été quand il fait beau, donc on fait d'autres choses. Fait qu'on a monté ça pendant l'automne. Et puis, je ne m'étais jamais imaginé que monter un complexe de même. Puis on a monté ça à 2. En fait, on a monté ça à 15. On en a brûlé 13. Puis on a fini par les monter à 2. OK? C'était tout qu'un défi. OK? Après ça, après ça, c'était toute la question de la production. Prendre la décision de dans quel calendrier on va fonctionner. Puis fallait que... Là, ça se décidait, puis il fallait que ça aille rapido, là. Puis il fallait... tu sais, c'était compliqué, là. L'autre affaire, puis ça, je me l'étais jamais imaginé, parce que vous savez, le complexe, là... Je vais parler en pieds, vous m'excuserez. À 63 pieds par 100 pieds, on le construit puis tout. Puis là, on trouve ça grand. Ça n'a pas de sens. Mais on s'aperçoit que c'est pas bien grand. Une couple d'années après, tu te dis, j'aurais peut-être acheté un petit peu plus grand. En tout cas. Mais là, c'est l'exigence puis la rigueur que ça exige. Maintenant, d'aller aux serres, parce que, c'est sûr, il y a les employés, là, mais vous avez les champs, puis vous avez tout ça en même temps. Là. La mise en marché, 3 marchés les fins de semaine, etc. T'sais. Puis ça c'est comme un enfant, une serre, là, est-ce que les systèmes marchent, puis les toits, puis tout est géré, puis le plan de match, puis la programmation, puis la récolte, puis là, il y a toute une série de tâches qui sont hebdomadaires, puis quotidiennes, puis qui sont à reprendre tout le temps, 7 jours sur 7, tout le temps, c'est harassant. Donc, il y a l'accompagnement, j'en ai parlé, c'est une nécessité. Je pense qu'en même temps, que ce soit comme Pinchot ou Boudreau ou n'importe quel conseiller ou ville, ça prend quelqu'un pour nous distancier de ce qu'on fait pour voir si on est sur la bonne track, puis pour rajuster les affaires. C'est comme... c'est essentiel à la santé mentale. Ça devrait être exigé chez tous les producteurs agricoles qu'il y ait un conseiller, au moins qu'il le visite une fois par mois. Donc, puis toute la question de la mise en marché aussi. La modification de la salle de légumes, ça prend une chambre fraîche. Puis parce qu'il y a il va y avoir un rythme dans la saison que tu ne connais pas vraiment quand tu n'as pas beaucoup de volume. Mais quand tu te ramasses avec plus de volume, il faut savoir comme gérer ça, tu sais. Les essais aussi, parce qu'au départ, on dit, OK, on a fait 2 rangs d'haricots grimpants, puis après ça, 2 rangs de poivrons, puis des rangs de tomates. Fait que c'était comme un peu multiculture pour s'apercevoir que c'était encore plus compliqué à gérer. Ça rentre 2 fois plus de bébites, puis fait que avec le temps, tu te dis, je vais me concentrer sur la tomate dans la serre, puis la tomate cerise, puis le concombre, puis ça nous a amené comme à rationaliser nos affaires, tu sais. Puis toutes les contraintes, la gestion des systèmes, bien évidemment les compétences, toute la formation qu'il faut reprendre à chaque année avec les employés, les nouveaux employés, puis ça, c'est un peu compliqué. Puis les résultats aussi. On est comme plus ou moins satisfait, mais on sait que c'est de garder l'équilibre, bien amalgamer, je dirais, les champs
puis la serre, parce qu'il y a eu une époque, peut-être que quand on rentrait au champ, on délaissait quasiment les serres, on rentrait là-dedans, c'était la jungle, puis c'était comme très, très dur à reprendre, tu sais. Fait que ça a été toute une école, puis une discipline pour dire on garde un équilibre, là, pour pas perdre, tu sais. Puis les serres, ça coûte cher, l'erreur aussi. Fait que ça vaut la peine, compte tenu de l'investissement, de les entretenir, tu sais, puis d'être le plus rigoureux possible. Donc, ce que ça apporte pour la mise en marché, fait que là, c'est comme plus des... Je me suis laissé aller un peu, là. La tomate, c'est comme la carotte, là. Sont de loin les légumes les populaires, les plus populaires. Une bonne tomate, c'est recherché, ça attire la clientèle, ça fidélise les clients, ça capte le regard, ça suscite le toucher et fait l'objet de beaucoup de questions. C'est vraiment le légume qui est le plus populaire dans l'étal. Vous avez un étal de légumes, vous n'avez pas de tomates, puis si vous n'avez pas de carottes, puis vous n'avez pas de concombre, vous avez un problème. C'est clair que vous ne serez pas le maraîcher le plus populaire du marché. C'est comme des incontournables, surtout la tomate. Les avantages d'offrir des tomates et des concombres pendant toute la période de mise en marché sont nombreux. La tomate et le concombre, comme légumes de base, dans le panier, à toutes les semaines, quand on fait des paniers dans le réseau des fermiers de famille, OK, ça apporte d'abord une très bonne valeur au panier. Parce que si vous mettez 1 kilo de tomates, ça fait tout de suite 6 piastres sur un panier de 30 piastres, mettons, puis vous ajoutez 2 concombres, ça fait 12 piastres sur un panier de 30 piastres. Ça fait que ça devient facile de faire un beau complément pour que les gens puissent comme avoir un beau panier diversifié. Puis les gens apprécient énormément d'avoir à toutes les semaines. C'est populaire, la tomate, c'est comme un incontournable. Cultiver en serre chauffée, c'est aussi une assurance contre le mauvais climat, les trop grandes fluctuations du chiffre d'affaires, parce que quand on pratique les règles de l'art, puis qu'on stabilise, puis que maintenant nos rendements augmentent comme tranquillement, on sait que la serre va rapporter tant, beau temps, mauvais temps. On peut compter sur cette stabilité-là. Puis ça, c'est hyper important sur la ferme. Là. Pour moi, en tout cas, là, comme en grand tunnel, en grand tunnel, on sait qu'on va sortir autour de, je ne sais pas, 15 000 livres de tomates italiennes, bon an, mal an, etc. Ça fait que sur la ferme, parce que les champs, c'est plus difficile de dire, comme regardez l'automne qu'on a eu là, les carottes, ça a donné la moitié, les navets, etc. Fait que, alors quand les cultures en abri, ça vaut son pesant d'or. L'autre chose, il y a moyen, pendant l'hiver, de faire de la verdurette, mais de se préparer sa mise en marché aussi, parce que si je les faisais, par exemple, dans mon complexe, il y a un potentiel de à peu près 13 à 15 000 $ en verdurette. Que je pourrais faire de plus pendant l'hiver. Moi, je ne le fais pas, c'est par choix, mais je pourrais le faire. Mais l'idée, c'est de préparer la mise en marché de tout ça. Quelques considérations mise en marché. Donc, plus les légumes sont beaux, plus ils sont faciles à vendre. Je pense que tout le monde sait des vérités de la palisse. Là. Plus les légumes sont bons, plus ils sont faciles à vendre. Plus les prix sont bas, bien évidemment, plus c'est facile à vendre. Plus le producteur est fin, plus c'est facile à vendre. Et ça, c'est vrai, parce qu'à Drummondville, on se stagnait, ça faisait 3 ans, puis ça m'a pris 2 ans avant de sacrer comme le monde dehors, puis recommencer avec du nouveau monde. Puis cette année, nos ventes ont augmenté de 40 %. Les légumes sont bons, mais si les vendeurs ne sont pas bons, ça joue pour beaucoup aussi. Hein? La guerre du plastique rend le concombre anglais très impopulaire, très, très, très impopulaire. Il en va de même pour les concombres libanais emballés. Fait que nous, cette année, on n'emballait plus le concombre libanais. Ça réglait le problème. Le concombre anglais, on a réussi à le passer dans les paniers. Mais après des courriels de menaces, etc., on a envoyé pendant 2 semaines du concombre anglais pas emballé. Ils ont compris qu'un concombre anglais pas emballé, ça avait l'air fou. Hein? Puis, on a réemballé le concombre, puis les gens étaient très contents de redécouvrir la turgescence. Maintenant, sauf que, par exemple, au marché Jean Talon, il n'est plus possible d'envoyer de concombre anglais. Il est vraiment hâte à cause de la cellulose. Fait que, on va réfléchir. On pense qu'on va peut-être... que faire du concombre libanais ou américain, c'est un de mes sujets de conclusion puis de planification avec mon conseiller l'an prochain dans le concombre. Là. Mais on va probablement laisser tomber le concombre anglais. Il y a des avantages aussi dans le désemballage. Là.
parce que tout le monde vient écœurer dans la balise qu'on anglais. Puis, juste à faire de la livraison en vrac cette année dans nos paniers de légumes, nous, il y a une économie d'emballage de près de 3 000 $. Puis, on a sauvé un poste de 38 heures par semaine à la salle de légumes. Fait que ça apporte d'autres avantages, là, mais il y a vraiment un gros virage qui se prépare. La clientèle qui consomme biologique est souvent très en avant sur toute la question du zéro déchet, puis les véganes, puis toutes les patentes, là. Je ne parlerai pas des sans gluten, je n'ai pas été invité pour ça. OK? Donc, ensemble, tous ces facteurs contribuent à l'augmentation des ventes puis à la fidélisation de la clientèle. Ça, c'est dans un de nos marchés. Un bon client. Ça, c'est un mangeur de tomates. Donc, chaque ferme développe son propre modèle. La berceuse, bon, c'est une mosaïque de champs, de grands tunnels, de serres chauffées. On pense qu'il nous manque des serres froides parce qu'il y a toute une expertise qui est en train de se développer. Et les gens du ministère, il faut se mettre là-dessus. Vraiment, là, c'est la prochaine grosse mode qui s'en vient. Des serres froides, pas chauffées, pour sortir de la carotte, mimer, plein d'affaires comme ça. Là. Il y en a qui le font. Il y a toute une expertise qui est en train de se développer. C'est un must. Moi, j'en veux, en tout cas. On est rendu là. Le choix d'opérer des serres chauffées, bon, ça a été motivé par plusieurs facteurs. Je pense que je vous l'ai dit. C'est exigeant produire en serre chauffée parce que ça va très vite. Vous avez fini d'évriller vos concombres, puis en sortant de la serre, ça sera recommencé. Ça demande beaucoup de rigueur. Compte tenu que ça demande beaucoup d'investissement, l'énergie, c'est cher, etc., les erreurs peuvent être très coûteuses. Donc, rigueur. Puis l'expérience nous apprend que tout abri chauffé ou pas est rentable, surtout si on respecte les bonnes pratiques. Pour obtenir des bons résultats, bon, rigueur, c'est complexe, mais c'est un travail très routinier, c'est le problème. Les employés stannent, c'est comme toujours la même affaire. Au début, c'est comme le fun, mais une fois que tu sais tout, bon. Produire ces transplants, des dizaines de variétés de légumes en champ et en serre relève d'un certain courage. Il n'y a pas de parcours sans faute, mais les résultats sont tout le temps très satisfaisants. Faire partie d'un club d'encadrement, se former, visiter les autres, échanger, partager l'information, c'est essentiel à durer dans le temps comme entreprise. Fait qu'un effet bœuf pour la mise en marché des légumes sur l'ensemble de la saison, un panier, un étal mieux garni, les serres chauffées, c'est ça que ça donne, des rendements et des revenus stables, une clientèle plus satisfaite, ça c'est très clair. Puis si l'asperge est l'aristocrate de tous les légumes, la tomate est la plus convoitée. Un effet bœuf pour le producteur, il y a les défis de construire, d'atteindre les rendements voulus, des défis. La formation des employés aussi, c'est un défi. Il y a quasiment zéro matériel pour les producteurs dans ce but-là. Il y a des guides à faire, à préparer, là. Ça, c'est un autre perche que je lance. J'ai commencé déjà à travailler un petit peu avec Jacques Pinchot là-dessus. Des guides pratiques là, pour producteurs et employés en intégrant le registre de la production, par exemple. Danny aussi, on réfléchit là-dessus. Avec le temps, on développe envers le travail de sériculture une relation amour-haine parce que les résultats sont tellement beaux, mais pour les atteindre, c'est tellement de travail, là. Fait que ça prend aussi la culture de la patience. C'est ce que je fais.